Alors, pour vous montrer ce que ça peut donner en pratique, l'intégration de l'endobiogénie pour un ostéopathe, je vais vous montrer un cas clinique, quelque chose de typique qu'on peut retrouver dans nos cabinets tous les jours en ostéopathie. Et comme ça, vous allez voir comment vous pouvez élargir votre vision du patient et proposer un traitement autre que juste le traitement manuel ostéopathique. Donc, on va prendre le cas d'une patiente de 59 ans, dont le motif de consultation, c'est une cervicalgie persistante associée à une bursite d'épaule à droite, sans facteur déclenchant, avec une douleur de rythme mixte, à la fois mécanique et inflammatoire, et une douleur qui est améliorée partiellement par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Depuis 1 an, elle enchaîne des troubles musculo-squelettiques à répétition, sciatalgie, tendinopathie d'Achille, etc. Alors, en endobiogénie, vous apprendrez à reconnaître tout un tas de signes cliniques euh, que vous avez déjà probablement euh, eu l'occasion de repérer chez vos patients sans pour autant réussir à leur donner du sens ou en tout cas à en dégager la substance pour alimenter vos traitements. Mais l'idée en endobiogénie, c'est de comprendre le système endocrinien dans sa dynamique d'adaptation et également au niveau du système nerveux neurovégétatif. Et l'idée, c'est de réussir à cerner euh, par les informations que vous recueillez à l'anamnèse, mais aussi par l'examen clinique physique de vos patients, tous les petits signes fonctionnels de sous-expression ou surexpression de ces systèmes-là, et pour ensuite apporter une correction. Alors, pour revenir au cas clinique, euh, à l'anamnèse, la patiente exprime un terrain allergique au printemps. L'hiver, elle a fait plusieurs rhinopharyngites à répétition. Elle a aussi une hypertension qui est stabilisée par un traitement médicamenteux et elle a aussi une tendance depuis toujours à la constipation. Déjà, au regard de ces éléments-là, vous apprendrez que en endobiogénie, probablement le terrain allergique, on peut l'attribuer à une histamine qui est un petit peu forte, une ACTH qui est forte avec probablement un cortisol insuffisant. Euh, les infections à répétition, ça peut être lié à un cortisol haut ou un cortisol bas qui est pas bien réglé. L'hypertension, ça peut être lié à un système alpha-sympathique ou bêta-sympathique un peu trop fort. Et la constipation, également, on peut l'attribuer à un système alpha-sympathique fort. Bien sûr, un signe clinique pris isolément, ça ne vaut pas grand-chose. L'idée, c'est euh, de repérer tout un tas de petits signes que vous pouvez ensuite compiler pour essayer de dégager une tendance chez vos patients. Également, à l'anamnèse, elle évoque des difficultés avec le sommeil, avec des difficultés à l'endormissement, des réveils fréquents dans la nuit et un réveil matinal précoce. Elle évoque également un tempérament anxieux, une tendance à ruminer, une faible capacité à faire face au stress et une fatigue marquée après les repas du midi. Hein. Pareil, si on analyse un petit peu, on peut se rendre compte que les problèmes de sommeil, tels que je décris, ça peut être lié à un système alpha-sympathique fort. Le réveil matinal précoce, on retrouve ça chez les patients qui ont une ACTH qui est forte aussi. Euh, le tempérament anxieux avec la tendance à ruminer, pareil, c'est le système alpha-sympathique qui peut être fort aussi. Une faible capacité à faire face au stress, ça peut être un cortisol insuffisant. Et une fatigue marquée après le repas, le midi, par exemple, ça peut être du coup une sollicitation du pancréas qui est un petit peu fort et qui oblige le système parasympathique à monter un petit peu en puissance, d'où l'état de fatigue après les repas. Ensuite, passons à l'examen clinique. Euh, Ce que vous remarquez chez la patiente, c'est qu'elle a un embonpoint localisé au niveau de l'abdomen, notamment au niveau sus-ombilical, un empattement des creux sus-claviculaires, une bosse de bison au regard de C7D1, des vergetures pourpres sur l'abdomen. Au moindre bruit, elle sursaute dans le cabinet. Elle surréagit dès qu'il y a le moindre bruit. Donc ça, par exemple, ces signes-là, euh, potentiellement, ça peut être lié pareil à un déséquilibre au niveau du cortisol. Vous remarquez qu'elle a des mains froides et des pieds chauds. Ça, on peut l'attribuer notamment au système alpha-sympathique qui est un petit peu fort et éventuellement aussi à une congestion pelvienne, pour les pieds chauds. Euh, Vous remarquez qu'elle a un pouls relativement rapide et serré au repos. L'hypertension, toujours un peu limite. Et aussi, vous remarquez qu'elle a une respiration avec un temps respiratoire plus long que le temps expiratoire. Et pareil, ça, vous pouvez l'attribuer à probablement un système alpha-sympathique fort. Par ailleurs, à la palpation de l'abdomen, vous remarquez qu'il y a une sensibilité particulière à la palpation du sécum et au niveau du foie légèrement. Une sensibilité particulière du sphincter d'Oddi avec un spasme à la palpation.
une sensibilité particulière au palpé roulé de la peau due au regard de la zone de projection des surrénales et du foie. Par ailleurs, vous remarquez aussi un dermographisme marqué. Alors, le dermographisme, on peut l'attribuer pareil à une histamine qui est forte. euh, et ensuite, vous verrez en endobiogénie, dans l'apprentissage, euh, il y a un abord particulier de l'abdomen qui est intéressant à relier à l'ostéopathie. On s'intéresse justement à la sensibilité de certaines zones viscérales en rapport avec le système hormonal. Et en l'occurrence, voilà, le sécom, on peut l'attribuer pareil à une suractivité de la CTH. Le spasme au niveau du sphincter Doddy, ça révèle souvent un alpha sympathique fort, plus ou moins en conflit avec le parasympathique. Euh, Quand vous regardez son visage, vous pouvez aussi remarquer qu'elle a un visage ovale. Euh, c'est un signe structurel de cortisol fort. Des télangiectasies au niveau des racines du nez, c'est pour ça on peut l'attribuer à une congestion hépatique. Vous remarquez aussi qu'elle a des clignements rapides des paupières, une tendance à la mydriase au niveau des pupilles, avec un hippus à l'exposition à la lumière, c'est-à-dire une tendance à alterner une fois qu'on a l'exposition à la lumière entre une mydriase et un myosis. Vous remarquez aussi des varicosités sublinguales, une pâleur du palais, des canaux de sténon légèrement dilatés et une sensation régulière de bouche sèche. Pareil, tout ça, ça vous donne tout un tas d'informations, notamment relatives au système nerveux neurovégétatif, avec toujours ici un alpha sympathique qui semble fort. Et par ailleurs, pour rentrer un petit peu dans le détail, par exemple, les canaux de sténon dilatés en endobugynie, on attribue ça à un parasympathique qui est un petit peu en peine, et du coup qui est compensé par une sécrétion d'enzymes digestives par les parotides, qui donne du coup ce canal de sténon légèrement dilaté. Les varicosités sublinguales, on attribue ça par exemple, pareil, à une congestion hépatique. Alors, comment intègre-t-on ces signes en endogynie? On va en faire ensuite du coup la synthèse de tous ces éléments-là qu'on a vus à l'anamnèse et à l'examen clinique. Donc, comme vous l'avez vu avec Simon à l'instant, c'est un ensemble de signes qui va vous permettre de déterminer vers quel type de terrain votre patient tend. Ce n'est pas un signe tout seul qui est évocateur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois de pouvoir rattacher un signe avec une signification neurovégétative et ou endocrinienne pour pouvoir essayer de de dessiner un terrain ou un profil, entre guillemets, du patient qui vient vous voir et donc du coup de ses problématiques. Là, dans le cas qui nous a présenté, euh, dans l'ensemble, on peut voir que ce patient, cette patiente est plutôt en hyper-alpha-sympathique, prolongée par l'histamine, avec un parasympathique réactionnel. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend à comprendre dans la physiologie intégrative qui est enseignée par l'endobiogénie. Donc, cette hyper-alpha sympathique prolongée avec un parasympathique réactionnel va avoir des actions au niveau de l'inflammation, au niveau de l'immunité. Ça va provoquer de la congestion. On a parlé de ces rhinites à répétition, on a parlé de son état un peu inflammatoire. Cette congestion va pouvoir aussi se cibler du fait de l'alpha sympathique sur les muscles lisses. Ça va être un état un peu spasmodique, au niveau digestif qui va pouvoir être une des raisons de sa constipation. Mais le système alpha sympathique va agir aussi en centrale, donc ça correspond aussi à son état d'anxiété, de chronicisation de la douleur. Donc ce système va agir sur plusieurs fonctions et déterminer un état particulier de la patiente. Si on continue au niveau des organes, donc Simon nous a parlé de signes de congestion, en particulier avec les télangites du nez, mais il y a d'autres signes qui vont en faveur d'une congestion. Là, on serait plutôt dans un cas de congestion hépatosplanchnique et congestion du pancréas. Cet état favorise l'inflammation, diminue les capacités d'élimination et de détoxification de l'organisme. On a parlé au tout début de la dimension de drainage. La dimension de drainage est importante pour l'adaptation, pour rester en bonne santé. Euh, L'axe corticotrope, qui est vraiment l'axe premier de l'adaptation, on peut considérer qu'il est dérégulé avec des stigmates d'un hypercorticisme passé, des symptômes actuels d'un cortisol faible,
Alors, quand on parle de cortisol faible, ça peut être soit un cortisol qui est insuffisamment produit ou alors insuffisamment efficace au niveau des cellules, avec une hyper-ACTH compensatoire, l'ACTH étant une hormone hypophysaire. Donc, on voit là tous les liens qui s'opèrent entre le cerveau et la périphérie, qui va provoquer des inflammations chroniques, potentiellement des retards de cicatrisation, des infections ou encore des allergies. Donc, au regard de cette synthèse par rapport à ce cas clinique, nous allons voir quel traitement on peut proposer pour essayer de soutenir un petit peu les capacités d'adaptation pour notre patiente. Du coup, comme je vous disais précédemment, en endobiogénie, on axe le traitement sur plusieurs dimensions hiérarchisées, sur le plan symptomatique, sur le plan du drainage, du système nerveux neurovégétatif et endocrinien. Du coup, sur le cas clinique précédent, ce qu'on va vouloir faire au niveau du traitement sur le plan symptomatique, c'est de chercher à diminuer l'inflammation, notamment l'inflammation ostéo-articulaire, essayer de soutenir le foie et le pancréas, diminuer l'activité de l'alpha sympathique et aussi réguler l'axe corticotrope en harmonisant le rapport cortisol-ACTH, l'ACTH étant l'hormone hypophysaire qui force la surrénale à produire le cortisol, tout en diminuant l'hypersollicitation de l'axe corticotrope par l'alpha sympathique. Volontairement, pour la présentation, j'avais pris un cas clinique assez simple qui est abordable quand on n'a pas des grandes notions de biogénie, où il y a quelque part juste le système neurovégétatif, le drainage et l'axe corticotrope à prendre en compte pour avoir principalement un effet. Mais bien sûr, l'endobiogénie va plus loin sur l'aspect endocrinien avec les autres axes, mais voilà, j'ai voulu faire simple pour aujourd'hui. Alors, voilà ce qu'on pourrait proposer comme traitement pour cette patiente. Alors, en endobiogénie, on utilise principalement la phytothérapie comme support de traitement, bien que ça n'exclut pas d'autres traitements. Voilà, si vous êtes ostéopathe, bah, vous pourrez tout à fait appliquer les techniques manuelles avec une visée endobiogénique, mais les médecins qui pratiquent l'endobiogénie, quand les patients sont dépassés dans la capacité d'adaptation, bien sûr, ils utilisent des médicaments allopathiques classiques. Car, le concept n'exclut pas d'autres formes thérapeutiques. Simplement, la phytothérapie, c'est quelque chose qui s'impose un petit peu de soi pour ce qu'on a à faire comme traitement multimodal, parce que justement, les plantes ont des effets synergistes qui vont dans plusieurs directions. Je vais vous détailler quelques fonctions des plantes qu'on a utilisées ici, en résumant un petit peu, en vous donnant une ou deux fonctions par plante, mais bien sûr, voilà, les plantes ont plein d'indications et de fonctionnalités assez vastes. Pour cette patiente, on pourrait proposer par exemple du macérat glycériné de bourgeon de cassis, le ribes nigrum. C'est un grand classique en endobiogénie. On peut considérer que c'est un adaptogène sur le plan corticotrope. Du coup, ça fait un soutien du cortisol, mais par ailleurs aussi, ça a un effet anti-inflammatoire avec un tropisme ostéo-articulaire. Dans la même lignée, j'ai proposé également du bourgeon macérat glycériné de frêne, qui est une plante qui globalement a un effet anti-inflammatoire avec un tropisme ostéo-articulaire. J'ai aussi proposé de la teinture mère d'ashwagandha, pardon, Witamia somnifera, qui est un adaptogène au niveau surrénalien, mais aussi thyroïdien, avec voilà, des effets GABAergiques pour faciliter le sommeil par ailleurs. Et ensuite, je vais proposer une préparation de ce type-là. C'est quelque chose qu'on fait de façon traditionnelle en androgénie, d'associer plusieurs plantes dans la même préparation avec soit des teintures mères, soit des extraits fluides comme ici, avec des huiles essentielles. Notamment, j'ai utilisé de l'huile essentielle de lavande, qui est un grand classique en endobiogynie qu'on utilise pour notamment réguler le système neurovégétatif en diminuant le système parasympathique et le système alpha-sympathique quand les deux sont à des hauts niveaux de fonctionnalité et qui s'antagonisent, on va dire. Ensuite, j'ai utilisé de l'extrait fluide de passiflore, qui est pareil, un GABAergique avec un effet alpha-lytique central, donc pour favoriser le sommeil et aussi diminuer le niveau de réaction face au stress. J'ai utilisé de l'aigremoine, Agremonia hepatoria, qui est une plante qui est utilisée notamment pour faire un soutien hépatopancréatique au niveau du drainage, mais aussi qui a un tropisme pour lutter contre les infections des voies ORL. Donc, comme elle a fait plusieurs infections pendant l'hiver, je trouvais de bon usage d'utiliser ça, bien qu'il y ait d'autres plantes qui peuvent avoir un effet sur le plan hépatique, pancréatique. J'ai utilisé aussi du plantain, Plantago major, qui est une plante qui a un effet de soutien hépatopancréatique, mais également qui a pour effet de diminuer l'histamine. Donc c'est quelque chose qu'on utilise quand voilà, il y a une histamine forte qui a diminué, notamment quand le système sympathique voilà, stimule trop cette histamine, ou du moins est prolongée par cette histamine. Et enfin, du coup, j'ai utilisé de la mélisse, Melissa officinalis, qui est une plante alpha-lytique, mais avec un tropisme plutôt intestinal. Donc,
là, je l'ai mis dans l'optique aussi d'améliorer son transit par rapport à cette constipation chronique. Juste pour revenir là-dessus, vous voyez, la proposition de traitement, c'est pour un traitement qui va durer assez longtemps, sur 4 mois. C'est quelque part une durée de traitement assez classique en endobiogynie. L'inconvénient des plantes, bah, c'est que ça prend plus de temps que, évidemment, un traitement allopathique, mais voilà, l'idée n'est pas d'avoir le même objectif non plus, c'est de faire un traitement de fond pour soutenir les capacités d'adaptation de la personne et pas d'avoir un effet symptomatique d'un claquement de doigts sans s'intéresser au terrain. Comme je vous disais, la phytothérapie est la partie principale qu'on utilise en endobiogénie, mais bien sûr, on peut utiliser d'autres formes de traitement, que ce soit des conseils d'hygiène de vie. Donc, je lui avais recommandé notamment pour cette patiente de pratiquer la cohérence cardiaque, un exercice de respiration qui est bien connu pour normaliser les dystonies neurovégétatives. Et aussi, voilà, je lui ai donné des conseils simples sur l'alimentation pour qu'elle puisse réduire un petit peu la charge digestive sur son pancréas et sur son foie. Donc, ce qu'on appelle nous en endobiogénie le régime d'épargne pancréatique. C'est tout simplement voilà, un régime qui euh, a des bases saines, notamment voilà, un régime qui est riche en légumes, en fruits, pauvre en farine moderne avec des indices glycémiques hauts, pauvre en graisse cuite, etc.